Bonjour, c'est Hector pour Café Crayon. Aujourd'hui, je vous présente un livre, Responsabilité absolue, la méthode des Navy Seals pour réussir, de messieurs Jocko Willink et Leif Babin, paru en français aux éditions Ring. Alors j'entends déjà les auditeurs bondir, s'exclaffer, se prendre la tête dans les mains en se disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce titre marketing à deux balles ? C'est du développement personnel d'Américains attardés, c'est ultra-capitaliste, etc. » Et à cela, je répondrai « Oui, tout à fait. Mais pas seulement. Cet ouvrage est selon moi un excellent moyen d'analyser la mutation d'une certaine Amérique, de réaliser un instantané psychologique et sociologique de nos cousins d'outre-Atlantique, et croyez-moi, ça vaut le détour. Cela nous permettra également, par ricochet, d'examiner notre situation à nous, Français, et de proposer quelques réflexions. Pour commencer, qui sont les auteurs ? Il s'agit d'un ouvrage écrit à quatre mains, mais en réalité, nous allons surtout nous intéresser à la figure principale de ce livre, qu'est Jocko Willink. Leif Babin est l'associé de Jocko, c'est un ancien compagnon de combat, mais son rôle dans ce qu'on pourrait appeler la méthode Willink est moins évidente. Jocko Willink, donc, est un auteur, un entrepreneur et un podcasteur américain. Mais il est surtout connu pour être un vétéran des Navy Seals. Il y a fait toute sa carrière. Les Navy Seals sont une unité d'élite de la marine américaine. Le recrutement est très sélectif. Pour vous donner une idée, environ 70% des candidats sont recalés. Il s'agit de troupes extrêmement polyvalentes. D'ailleurs, le sigle des Seals, en français, désigne la mer, l'air et la terre. Ils jouissent d'un prestige énorme, tant au sein des forces armées américaines qu'auprès du public. À titre d'exemple, c'est la seule force armée américaine à ne pas être obligée de porter la coupe de cheveux réglementaire, la fameuse jarhead, et de se raser la barbe. Cela leur donne un aspect plutôt négligé selon les standards militaires habituels. La renommée des Seals dépasse largement la sphère militaire. En 2015, un célèbre sniper du nom de Chris Kyle, connu pour avoir neutralisé à lui seul un nombre record d'insurgés dans le conflit irakien, a eu droit à son propre film réalisé par Clint Eastwood. Donc là, je ne sais pas si vous sentez l'ambiance, mais on n'est pas vraiment dans l'extrême gauche américaine. Ce film, donc, est intitulé American Sniper. Aux États-Unis, Chris Kyle est considéré comme un héros. Le film a fait un véritable carton, plus de 350 millions de dollars de recettes, et il se trouve que Jocko Willink était l'un des supérieurs hiérarchiques de Chris Kyle, et il lui rend d'ailleurs hommage régulièrement depuis que Kyle a été abattu par un fan en 2013. Donc remarquez qu'en termes de notoriété, le type a quand même eu droit à son film seulement 2 ans après sa mort. J'ai évoqué justement la guerre d'Irak. Jocko Willink y a participé en tant que lieutenant-commander des Seals, en particulier lors de la bataille de Ramadi en 2006. Alors, je pense que c'est important de faire un petit aparté. En France, lorsqu'on entend parler de la deuxième guerre d'Irak, qui a donc été déclenchée par l'invasion américaine de 2003, on a l'impression que finalement, les États-Unis ont pris le faux prétexte des armes de destruction massive, sont entrés en Irak, ont mis la main sur le pétrole, se sont enfermés dans des bunkers et n'ont plus bougé. De temps en temps, quelques pertes suite à des attentats, mais sans plus. Or, ce n'est qu'une partie de la réalité. Il y a eu de véritables engagements armés entre l'insurrection irakienne et les Américains, des combats extrêmement violents, et il a fallu à de nombreuses reprises, comme à Ramadi justement, reconquérir des villes entières, rue par rue, maison par maison. Et ça, c'est quelque chose qui est largement évoqué dans le livre Responsabilité absolue, et qui est très présent à l'esprit du public américain, qui a vécu en direct les événements à l'époque via les chaînes d'infos en continu. Et je rappellerai, pour finir sur ce point, qu'en face des Américains, on a certes une insurrection irakienne qui se défend contre une invasion, mais aussi, déjà, des éléments radicaux d'Irak et des pays voisins, qui vont constituer quelques années plus tard les cadres de l'État islamique. Donc il n'y a pas d'un côté les gentils et les méchants, il y a une situation brutale, complexe, avec des enjeux géopolitiques extrêmement importants. Autre élément à propos de la carrière militaire de Jocko Willink, c'est que son expertise de commandement a été à ce point reconnue par ses pairs
qu'il a pris en charge la formation des SEALs. On le verra, c'est un élément central. Willink est un homme d'action qui va sur le terrain, mais c'est aussi un enseignant. Précisément, à l'issue de son engagement dans la marine, il fonde avec le co-auteur du livre Leif Babin la société de consulting Echelon Front en 2014. Cette société a pour but de venir en aide aux entreprises pour résoudre des problèmes de management et d'organisation interne. Cette expérience est fructueuse et le pousse à s'exposer davantage aux yeux du public. Il se met à écrire et à proposer des podcasts sur Internet dans lesquels il se propose de répondre à des questions existentielles ou des soucis du quotidien posés par tout un chacun. Sa communication est très efficace, il utilise abondamment les réseaux sociaux et a réussi à agréger une importante communauté qui reprend ses conseils, son vocabulaire et même sa gestuelle, parfois de façon humoristique. C'est vrai que juste en voyant sa tête et ses mimiques, on sent qu'il surjoue le côté sergent instructeur tyrannique qu'on peut voir dans le film Full Metal Jacket. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur internet, sa tête ressemble à un rocher, ses oreilles sont en chou-fleur, sa mâchoire est carrée, bref, c'est le stéréotype du G.I. Joe. Jocko Willink est devenu une personnalité médiatique à la trajectoire surprenante. Son livre Responsabilité absolue est son best-seller. Il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires à travers le monde. Il s'agit en gros d'un condensé des principes fondamentaux de ce qu'on pourrait appeler une méthode sur la façon de mener sa vie et de mener les hommes. Je vous propose de passer son livre en revue et d'analyser ensemble ce que nous dit le succès de Jocko Willink sur la société américaine actuelle. Le livre est plutôt volumineux, un peu plus de 400 pages, mais il se lit assez rapidement. Il se distingue par sa clarté de ses objectifs, de son vocabulaire et de sa structure. On sent que les auteurs ont voulu s'adresser au plus grand nombre, et cette simplicité est recherchée. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Dès le début, Jocko Willink et Leif Babin posent les enjeux de l'ouvrage. Je cite : « Ce livre parle de leadership. Il a été écrit pour les chefs d'équipe, grandes et petites, pour les hommes et pour les femmes, pour toute personne désireuse de s'améliorer. Bien qu'il contienne des récits d'opérations de combat menées par les SEALs, ce livre n'est pas un mémoire de guerre. C'est plutôt une collection de leçons tirées de nos expériences pour aider d'autres leaders à s'imposer. Il sert de guide utile à ceux qui aspirent à construire, former et diriger des équipes efficaces et de haut niveau, alors il aura accompli son objectif. » Parmi les légions de livres qui ont été publiés sur le leadership, nous nous sommes concentrés sur les pratiques individuelles et les traits de caractère personnels. Nous avons également observé que de nombreux programmes de formation en leadership d'entreprise et des cabinets de conseil en gestion font de même. Mais sans une équipe, un groupe de personnes travaillant pour accomplir une mission, il ne peut y avoir de leadership. La seule mesure significative pour un leader est de savoir si l'équipe réussit ou échoue. Parmi toutes les définitions, descriptions et caractérisations des leaders, il n'y en a que deux qui comptent, efficace et inefficace. Les leaders efficaces dirigent des équipes performantes qui accomplissent et réussissent leur mission. Les leaders inefficaces, non. Les principes et les concepts décrits dans ce livre, lorsqu'ils sont correctement compris et mis en œuvre, permettent à n'importe quel leader de devenir efficace et de dominer son propre champ de bataille. Chaque chef et chaque équipe, à un moment ou à un autre, va échouer et doit faire face à cet échec. C'est aussi ce dont parle une grande partie de ce livre. Nous ne sommes en aucun cas des chefs infaillibles. Personne ne l'est, quelle que soit son expérience. Nous n'avons pas non plus toutes les réponses, aucun leader ne les a. Nous avons fait d'énormes erreurs. Souvent, nos erreurs nous ont fourni les plus grandes leçons, nous ont appris l'humilité et nous ont permis de progresser et de devenir meilleurs. Pour les leaders, l'humilité d'admettre et d'assumer ses erreurs et d'élaborer un plan pour les surmonter est essentielle au succès. Les meilleurs leaders ne sont pas motivés par l'ego ou les ambitions personnelles. Ils sont simplement concentrés sur la mission et la meilleure façon de l'accomplir. Premier point qui fait l'originalité de ce livre et qui est omniprésent tout au long de l'ouvrage, c'est le parallèle fait par les auteurs entre l'expérience militaire et la vie civile. Plus exactement, il y a une interconnexion évidente entre la sphère martiale et le monde du travail. Et c'est un élément qui ressort dans la structure même des chapitres. Chacun d'entre eux est découpé de la manière suivante.
Tout d'abord, le récit d'une opération lors de la bataille de Ramadi en Irak, ou d'un entraînement, suivi d'une synthèse théorique de cette expérience. Cette partie est sobrement appelée principe. Et enfin, chaque chapitre se termine par une partie application, où les auteurs racontent la manière dont ils ont transmis aux entreprises, à leurs clients, les principes tirés de leur expérience militaire. Par exemple, au chapitre 2, intitulé « Pas de mauvaise équipe, seulement de mauvais leaders », Leif Babin dépeint une scène d'entraînement des jeunes recrues du SEAL dans une base du Colorado. L'exercice consiste à réaliser des courses par équipe avec une barque sur le dos. Un leader est désigné dans chaque équipe. L'auteur explique qu'au bout d'un moment, il intervertit les chefs de la première et de la dernière équipe. Évidemment, les recrues qui étaient arrivés en dernier ont amélioré leurs résultats avec l'aide du leader le plus compétent. Dans la partie principe, Leif Babin analyse, explique en gros que le succès ou l'échec d'une équipe repose essentiellement sur la clarté des objectifs définis par le leader. Pour lui, un bon chef est celui qui édicte clairement ses exigences, pour que celles-ci soient comprises par tous les membres de l'équipe. Enfin, dans la partie application, l'auteur raconte son entrevue avec un dirigeant d'entreprise qui rejette toute la responsabilité des échecs sur ses équipes. Leif Babin explique que lorsqu'un chef d'équipe, que ce soit dans le monde militaire ou dans l'entreprise, assume les responsabilités des succès et des échecs, cette conscience, cette probité, se propage à tous les membres. Les résultats s'en trouvent grandement améliorés. Donc on voit ici qu'on a un véritable système de pensée ultra simplifié, mécanique, presque robotique, et ça se ressent également dans le vocabulaire utilisé. Dans la partie militaire, le jargon des SEALs est largement utilisé. On parle des BUDS, bases de démolition sous-marine, ou encore des IBS, qui désignent des petits bateaux gonflables. De même, dans la partie managériale, on parle de PDG, président-directeur général, ou de CTO, directeur de la technologie. Donc on a deux lexiques simplifiés, fonctionnels, qui se font face, de sorte que les gens de la sphère militaire et ceux de l'entreprise moderne ont un même état d'esprit, une même structure de langage. Première conclusion qu'on peut tirer de cette méthode, c'est qu'on assiste à une interpénétration des domaines du management et du militaire. L'officier tyrannique qui n'assume pas ses responsabilités n'est pas considéré comme un bon leader. De même, le manager qui ne fait pas preuve de fermeté et de droiture dans sa volonté de vaincre n'est pas apte à commander. Deuxième point intéressant dans le livre Responsabilité absolue, c'est la dimension à la fois personnelle et collective de la méthode. Les auteurs présentent un manuel sur la façon de diriger, d'organiser, donc sur le leadership, le management, mais leur approche se fait par le biais du développement personnel. Ils l'ont dit en introduction, je cite, ils se concentrent sur les pratiques individuelles et les traits de caractère personnels. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du management classique, où l'on interagit avec un autre, l'on apprend seulement à communiquer avec ses subordonnés, ce qui revient en fait souvent à apprendre à parler la langue de bois. Au lieu de ça, on va commencer par prendre ses propres responsabilités, à faire preuve d'humilité et être exigeant avec soi-même. Ce double aspect est original dans la littérature du développement personnel, mais aussi dans celui du management. En effet, depuis les années 1920 environ, avec l'essor de la psychanalyse et de la publicité, s'est développé un certain nombre de méthodes hétéroclites sur la façon de mener sa vie, de communiquer avec les autres et d'être heureux. On peut citer Dale Carnegie, la méthode Coué, ou encore le psychiatre Carl Jung. Au fil des années, avec la démocratisation de la programmation neurolinguistique, la PNL, ces pratiques ont glissé vers des expressions de plus en plus spectaculaires, sous forme de méthodes miracles, de séminaires hors de prix où on peut assister à des sortes de guérisons, comme dans certaines messes évangéliques. L'exemple le plus connu est le cas du coach Tony Robbins, qui est une véritable star aux États-Unis. Pour faire une présentation rapide, c'est l'archétype du self-made man qui a grandi dans la misère et qui est devenu multimillionnaire. Il a coaché Bill Clinton, il fait marcher des gens sur les braises. Bref, c'est une personnalité très particulière, mais très intéressante pour comprendre cette industrie du développement personnel. Et quand je parle d'industrie, ce n'est pas un mot que j'utilise à la légère,
C'est-à-dire que vous avez actuellement des dizaines et des dizaines de gourous, de coachs de vie qui vivent de cette activité aux USA. Cependant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet essor du développement personnel s'est jusqu'à maintenant toujours fait dans le cadre du rêve américain, dans la réussite personnelle, dans l'entrepreneuriat. Il n'est pas anodin que cette mode ait explosé dans les années 1980, pendant les années Reagan, qu'on appelle aussi les années fric. Mais précisément, ce qu'il y a de particulier avec les auteurs de responsabilité absolue, c'est que cette maîtrise de soi, cette réussite personnelle, doit être le pilier pour mener à bien une mission collective. Que ce soit tout au long du livre ou même dans ses podcasts, Jocko Willink répète comme un mantra que ce qui compte, c'est la mission. Mission en temps de guerre comme mission en temps de paix. Au chapitre 3, intitulé « Croire », Jocko explique qu'une équipe est incapable d'avancer si elle ne croit pas à l'intérêt supérieur de ses actions particulières. Le rôle du leader est de communiquer une vision d'ensemble à ses troupes, jusqu'au plus petit maillon de la chaîne. Il écrit ainsi, page 145, « Le leader, ce n'est pas seulement une personne qui dirige une équipe, c'est un groupe de leaders qui travaillent ensemble, en haut comme en bas de la chaîne de commandement pour avancer. » Encore une fois, ce livre est extrêmement simple, voire simpliste, et déroule des évidences. Mais si on examine les pratiques managériales depuis leur origine, ce n'est pas si flagrant. Il faut rappeler que l'ADN du management, c'est l'organisation de l'entreprise et non pas la psychologie des individus. Les premiers managers sont Frederick Taylor, inventeur du taylorisme à la fin du XIXe siècle, puis Henry Ford, inventeur du Fordisme au début du XXe siècle. Ces deux entrepreneurs s'étaient concentrés sur la division des tâches pour améliorer la production. C'était l'organisation matérielle de l'usine qui assurait le succès collectif. Ici, c'est davantage la croyance en une cause, la transmission d'une ferveur collective par un chef de guerre qui est privilégié. Jocko Willink écrit encore « Afin de convaincre et inspirer les autres à suivre et à accomplir une mission, un leader doit y croire vraiment. Les leaders doivent toujours agir avec le sentiment qu'ils font partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes et que leur propre intérêt personnel. » Mais cela ne dispense pas le subalterne d'assumer également toute sa responsabilité au sein de la mission. Je cite, « Il est de la responsabilité du chef subalterne de poser des questions s'il ne comprend pas. » Il y a donc bien une hiérarchie avec des officiers ou des managers, des chefs d'équipe et des subalternes, mais il y a une égalité en termes de responsabilité. Il doit y avoir une fluidité de la communication et un respect mutuel qui permet l'exécution optimale de la mission. Si on devait faire un petit bilan préliminaire, on voit se dessiner un modèle qui mélange donc le civil et le militaire, et qui de surcroît met l'accent sur l'aspect communautaire dirigé dans un but commun. Il faut bien saisir que pour un cerveau américain, c'est quelque chose d'assez inhabituel. C'est significatif que cette vision de l'organisation obtienne de plus en plus de succès avec un auteur comme Jocko Willink. On a une vision du collectif viril, systémique, qui fait penser par certains côtés à la société spartiate. Personnellement, cet état d'esprit m'évoque une œuvre de science-fiction, un livre de l'américain Robert Heinlein, intitulé « Étoile garde à vous ». Ce roman a d'ailleurs été adapté en film sous le nom de Starship Trooper par Paul Verhoeven en 1997, de manière assez amusante avec un second degré certain. Robert Heinlein dépeint un futur dans lequel l'humanité combat une race extraterrestre appelée les arachnides, mais en fait, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est la description de la société. Les valeurs civiques sont particulièrement mises en avant et sont en étroite interaction avec la militarisation des esprits, à tel point que dans ce roman, pour obtenir le droit de vote, les administrés doivent avoir fait leur service militaire. Un individu qui accomplit ses devoirs civiques et militaires devient une sorte de citoyen augmenté. Le troisième et dernier point que je voudrais aborder est déjà apparu en filigrane tout au long de cette fiche de lecture, mais je souhaite y apporter une attention particulière. Il s'agit de la recherche de la simplicité dans les processus de commandement. Cette évidence pourrait passer inaperçue, mais il se trouve que les auteurs y attachent une grande importance. Le chapitre 6 y est consacré entièrement. Jocko raconte sa conversation avec un jeune officier lors de la planification d'une patrouille dans les rues de Ramadi. Cette mission doit intégrer à la fois des soldats du SEAL
et des troupes du gouvernement irakien fraîchement recrutées. Joko souligne rapidement la complexité du plan élaboré par le jeune homme. Celui-ci ne semble pas comprendre au premier abord que le niveau d'exigence des objectifs visés doit, pour que ceci soit accompli, s'abaisser au standard le plus bas de l'équipe, à savoir le niveau de compétence des recrues irakiennes. Dans la partie intitulée « Principe », l'auteur enfonce le clou. Il dit, je cite, « Simplifier autant que possible est essentiel pour réussir. Les plans et les ordres doivent être communiqués de manière simple, claire et concise. Toute personne qui fait partie de la mission doit connaître et comprendre son rôle dans la mission et ce qu'il faut faire en cas d'imprévu. Les leaders doivent encourager cette communication et prendre le temps d'expliquer afin que chaque membre de l'équipe comprenne. » Cette simplicité est essentielle, elle est un facteur de réussite dans des environnements de plus en plus fragmentés, complexes, souvent rongés par la bureaucratie. L'anthropologue américain Joseph Tainter explique dans son livre « L'effondrement des sociétés complexes » que plus les civilisations dans l'histoire ont gagné en complexité, plus elles se sont révélées fragiles lors des grandes catastrophes. La multiplication des échelons de décision, l'éparpillement des compétences et l'allongement des réponses aux problématiques collectives sont des facteurs d'effondrement. C'est globalement ce qu'on peut observer dans le monde occidental. On l'a vu par exemple lors de l'ouragan Katrina aux États-Unis en 2005. On peut penser aussi à la vague d'attentats en France en 2015-2016. Dans les deux cas, l'appareil d'État, aussi puissant soit-il, s'est montré incapable d'apporter une réponse coordonnée et rapide à une situation qui n'était pourtant pas inédite. Je rappellerai juste cette scène absurde devant le Bataclan où des militaires de l'opération Sentinelle avaient refusé d'entrer sur les lieux parce qu'ils n'avaient pas reçu d'ordre. Pour revenir à Joseph Tainter, l'anthropologue évoque deux cas possibles. Soit les sociétés décadentes continuent à se complexifier jusqu'à s'effondrer intégralement, soit elles passent, pour survivre, par une période de résilience, de simplification de ses structures, de son organisation, en abaissant le niveau d'éducation, de langage et des flux d'informations. C'est, il me semble, précisément ce qui transparaît de manière inconsciente dans le livre Responsabilité absolue. Ce chapitre sur la simplification me fait également penser au livre de l'auteur italien Alessandro Baricco, intitulé Les barbares. À ce propos, je vous invite à aller écouter sur YouTube l'excellente conférence de Stéphane Edouard à ce sujet. Alessandro Baricco affirme que les cultures de type classique sont submergées par de nouveaux barbares qui sont portés par la modernité, la globalisation et les nouvelles technologies. L'auteur prend notamment en exemple le cas du commerce du vin après la Seconde Guerre mondiale. Il explique que la viticulture, fruit d'une tradition millénaire, qui s'est nourrie au fil du temps d'infimes subtilités qui ont fait son raffinement, eh bien cette culture a été balayée en quelques décennies par les vins d'importation. Ceux-ci, pour plaire à un plus large public, sont uniformisés, puissants, spectaculaires, simples à interpréter. Ils sont produits, conservés et transportés grâce à un élément technologique qui est la climatisation et qui permet une diffusion dans le monde entier. C'est amusant car on retrouve exactement les mêmes caractéristiques pour la méthode de Joko Willink. Il s'agit d'un système de fonctionnement systématique, simplifié, un véritable prêt-à-penser du développement personnel et du management. Il est largement promu par l'édition de masse et Internet. Le style est également spectaculaire. Il suffit de lire la description des expériences militaires. Les scènes sont décrites de manière cinématographique. Comme le dirait Stéphane Edouard, on est plus dans le Michael Bay que dans le Monterland. Mais vous me direz, quel est le rapport ? Alessandro Baricco, dans son livre, parle de la perversion des cultures par de nouveaux barbares. Ici, de quelle culture s'agit-il ? De quoi s'emparent les auteurs de Responsabilité absolue ? De quel savoir-faire ancestral ? Eh bien, Joko Willink et Leif Babin s'emparent de l'art du commandement. Dans les cultures classiques, mener les hommes est le privilège d'une caste, d'abord de type héréditaire, on pense à la monarchie, à la noblesse, puis une caste économique, c'est la société marchande. Ses membres sont strictement sélectionnés selon des critères sociaux, mais également un certain raffinement dans les codes culturels, dans les habitudes de vie. Et maintenant, cet art bénéficie d'un nouveau packaging, il est pré-mâché pour être compris et appliqué par le plus grand nombre.
Fini Machiavel, désormais vous aurez la Joko Nation. Pour faire un bilan de cette fiche de lecture, que je me suis permis d'élargir à d'autres auteurs, on a donc un livre qui est à la fois un ouvrage de développement personnel et un manuel de commandement. Il propose un mélange des genres entre le monde militaire et celui de l'entreprise. Sa logique est à la fois verticale et horizontale. En effet, les auteurs prônent à la fois un respect strict de la chaîne de commandement, mais il y a aussi une forme d'égalité dans la responsabilité de chacun des membres de l'équipe face à l'échec. Commander ne dispense pas de rester humble et de chercher à corriger ses erreurs. Enfin, cette méthode se caractérise par sa simplicité, son accessibilité auprès du grand public. Cependant, je voudrais faire une mise en garde. J'utiliserai un des mantras de Joko Willing dans ses podcasts. Simple ne veut pas dire facile. Certes, il enfonce des portes ouvertes, mais combien de nos dirigeants politiques, de nos chefs d'entreprise, combien d'entre nous appliquent les principes édictés dans ce livre ? Faites-vous, vous-même, dans votre travail, dans votre quotidien, preuve d'une responsabilité absolue. Je l'ai dit en introduction, Joko Willing connaît un succès énorme aux États-Unis. Ce n'est pas étonnant, puisqu'on compte des centaines de milliers de vétérans de la guerre d'Afghanistan et d'Irak. Depuis le 11 septembre 2001, l'Amérique baigne en permanence dans une culture martiale. Contrairement à ce qu'on a pu voir pendant la guerre du Vietnam, les anciens combattants jouissent d'un prestige énorme, bien que leur situation sociale soit souvent catastrophique. En effet, ils sont souvent issus des classes populaires et des classes moyennes. Ils sont totalement abandonnés par l'État et ils sont précisément à la recherche d'une dynamique collective qui les soutiendra et permettra de perpétuer leur engagement. Sous l'impulsion de mentors comme Joko Willing, ces gens se réunissent, se soutiennent, pratiquent des sports de combat ensemble et commencent à discuter, plus ou moins politiques. Ils commencent à évoquer les valeurs qu'ils voudraient voir ou revoir émerger dans leur société. L'Amérique qu'on avait tendance à enterrer depuis quelques années, avec l'émergence de géants comme la Chine ou la Russie, est peut-être en train d'effectuer une mise à jour civilisationnelle, une forme de résilience selon les critères de Joseph Tainter. Et je conclurai en partageant une interrogation. Où en sommes-nous, nous, Français, Européens, dans ce processus de dégénérescence ? Sommes-nous capables de nous reprogrammer, quitte à simplifier notre manière de fonctionner, pour répondre aux problématiques qui nous attendent, mais aussi aux prédations des uns et des autres? Serons-nous capables de prendre nos responsabilités, de ne pas sans cesse rejeter la faute sur les autres, ou bien resterons-nous, aux yeux de l'histoire, la civilisation de l'irresponsabilité absolue ?